Moi, je ne suis pas tellement un spécialiste de la radicalisation, je suis un spécialiste de la non-décision publique. C'est-à-dire, j'ai travaillé 20 ans ou 30 ans dans l'administration, à la haute administration publique. Et donc, j'ai vu avec un certain nombre de ministres comment éviter de traiter des questions de fond. Le long terme pour un politique, c'est la prochaine élection. Donc, évidemment, pourquoi s'emmerder avec un dossier compliqué si on peut le laisser à ses successeurs? C'est une règle de gestion importante en politique. Et donc sur le problème de la radicalisation, qui était en fait celui, comment dire, de cette espèce d'abcès qui aujourd'hui traverse la société française, se posait en fait en filigrane tout le problème du rapport de la France avec sa communauté, la partie musulmane de la partie musulmane de la population, ou je dirais plutôt la partie de culture musulmane, puisqu'en fait ça a une variété qui va effectivement des salafistes jusqu'à des musulmans athées. Bon. Et ce qui me frappait dans ce rapport, c'était justement l'absence totale de décision un peu fondamentale sur des questions essentielles, c'est-à-dire qu'on avait toujours fait des aménagements pour faire comprendre qu'effectivement, on pouvait faire de la place à la pratique de l'islam, mais cette espèce de guerre de recul perpétuelle a effectivement largement contribué à ce qu'aujourd'hui, on soit dans une situation très contrastée, c'est-à-dire la première chose qui m'a frappé, c'est d'abord l'intégration silencieuse de la partie de la communauté française de culture musulmane. C'est-à-dire que on a un regard sur cette communauté qui est focalisé sur deux extrêmes, c'est-à-dire soit le CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui est une espèce de chicaya entre les Algériens, les Marocains contre les Tunisiens contre les Turcs, etc. Le tout instrumentalisé par les capitales des pays, quand même. Et donc, le tout présidé par quelqu'un qui parle parfaitement le français, qui vit ici depuis des années, mais qui est totalement, comment dire, décrédibilisé, qui est Dalil Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris. Donc, cette structure mise en place par le pouvoir public pour essayer de faire une espèce de pendant au consistoire protestant, une organisation des grandes religions en France, en fait, est une structure qui a été instrumentalisée par les pays d'origine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le fait qu'on a une montée du salafisme, qui est la forme, si vous voulez, de la pratique de l'islam la plus radicale, c'est-à-dire la plus proche du système saoudien, hein, dont vous voyez les manifestations en matière de droits de l'homme. Et donc ce salafisme est effectivement a vérolé une grande partie de la jeunesse de cette communauté. Et ça, c'est un problème grave, puisqu'effectivement, c'est à la fois la conséquence d'une certaine inaction de la classe politique et en même temps, évidemment, la conséquence comment dire, des événements internationaux. Alors, si vous voulez, cette radicalisation de la communauté musulmane, la radicalisation, on le prend au sens sociologique du terme, hein, c'est-à-dire la radicalisation, c'est la justification idéologique ou la pratique de la violence, c'est-à-dire c'est l'accroche à la violence qui fait la radicalisation, c'est pas le fondamentalisme, c'est-à-dire qu'un Français musulman qui veut pratiquer sa religion peut la pratiquer en appliquant toutes les règles, mais en excluant évidemment toute justification d'une violence à l'encontre de qui que ce soit. Par contre, un radical est quelqu'un qui a une espèce d'appétence pour la violence, qui peut la justifier idéologiquement ou voir la pratiquer. Donc cette radicalisation, quand on en fait l'analyse, notamment de ces salafistes, on découvre toutes les caractéristiques des sectes, c'est-à-dire l'isolement. Si vous voulez, dans la phase de recrutement sectaire, on a toujours le même progression. La première, c'est la séduction, c'est-à-dire que par exemple, pour des jeunes qui, sur leur profil Facebook, expliquent qu'ils ont des problèmes, qu'à l'adolescence, ils aimeraient bien se faire pardonner les fautes qu'ils ont faites, etc., sont immédiatement cernés par une meute de gens qui viennent leur expliquer que, vous savez, c'est les amis sur Facebook, c'est-à-dire des gens que vous voyez jamais, et qui viennent leur expliquer qu'eux aussi, ils ont eu le même problème, qu'eux aussi, ils comprennent très bien, etc. Si c'est une fille, c'est des femmes qui l'approchent, si c'est un homme, c'est des adolescents, etc. Et qui expliquent que, mais eux, ils ont trouvé la solution. Donc, si vous voulez, on crée une espèce d'empathie avec la cible, cette empathie étant le résultat d'une espèce de chasse en meute. Alors ça, c'est la première phase, c'est la séduction. Évidemment, au bout de tout ça, c'est nous avons trouvé la solution, c'est l'islam. Deuxième phase, c'est tu es entouré par des mécréants ou tu es entouré par de mauvais musulmans, c'est-à-dire c'est l'isolement, donc on isole la cible de son environnement. Donc si si ses parents sont de culture musulmane, on explique qu'ils ne pratiquent pas le bon islam, c'est-à-dire qu'en fait ils sont des hypocrites au sens de la théologie musulmane, l'hypocrite étant celui qui fait semblant d'être musulman mais qui ne l'est pas vraiment. Bon, c'est pas vous ou moi, sinon il n'y aurait plus personne à la surface de la planète. Donc c'est bien évidemment une notion théologique, l'hypocrite. C'est pas... donc c'est un isolement, c'est-à-dire qu'en fait le jeune ou la cible, si vous voulez, a le sentiment de basculer tout à coup dans une communauté qui le comprend. Il devient une espèce d'élu, exactement comme dans les processus sectaires, c'est-à-dire qu'il entre dans une nouvelle communauté dans laquelle il est un frère ou une sœur, vous savez, c'est les termes qui sont utilisés,
dans lequel on le comprend, dans lequel le système de valeurs qu'on lui propose est une espèce de solution absolue à tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Et c'est d'ailleurs très intéressant, et je le développe beaucoup dans le bouquin, c'est en fait cette emprise est une espèce d'emprise, comment dire, qui veut réglementer toute la vie quotidienne, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions à ses nouveaux frères sur comment faire ci, comment faire ça. Bon, par exemple, comme quelques exemples cocasses, il y a un salafiste, un ouléma canadien qui explique comment pisser halal. Parce que c'est pas simple de pisser halal. Parce qu'il faut faire attention à ne pas se tourner dans le sens de la Mecque, il faut faire attention à ne pas tourner le dos à la Mecque, il faut faire attention à dire ci, à dire ça, etc. Je vous le conseille, je cite la référence, ça vaut le coup de le voir. Parce qu'effectivement, le journaliste canadien dit si jamais tous les musulmans canadiens commencent à pisser comme ça, ils sortiront pas du boulot avant 1 heure ou 2, quoi. Ou alors, il y a eu un débat très intéressant après l'affaire Monica Lewinsky-Clinton, vous savez, qui s'était fait faire une fellation par une stagiaire. Il y a eu un débat très, très important sur Al Jazeera pour savoir si la fellation était halal ou pas. Et la question était évidemment pendant la période du ramadan, c'est-à-dire est-ce que la femme peut avaler ou pas, c'est quand même important. Donc vous voyez, il y a des questions qui vont très loin, si vous voulez, dans la réglementation de la vie quotidienne, et qui évidemment ont vocation à isoler la cible de tout son environnement. Et puis évidemment, la troisième étape, c'est convaincre qu'il faut lutter pour la défense de la cause. C'est ce qu'on peut trouver chez les témoins de Jéhovah en faisant du prosélytisme, etc., etc. Mais là, c'est évidemment lutter pour la cause, puisque la cause est en fait agressée. Alors, la caractéristique de cette secte par rapport à d'autres, c'est qu'elle a deux postures qui la différencient fondamentalement. Les salafistes n'ont pas une position religieuse, ils ont une position politico-religieuse. C'est-à-dire qu'ils essayent toujours de justifier leurs revendications par le fait que c'est leur droit au sens religieux du terme. Et donc, on a longtemps respecté, si vous voulez, cette démarche en expliquant sa liberté de conscience, mais en fait, on n'est pas du tout dans le processus de la liberté de conscience, on est dans un processus de revendication politique contre les règles républicaines. Donc il y a un exemple qu'on peut citer. Ah, ben voilà, on va pouvoir faire un essai. Il y a un exemple qu'on peut citer qui est l'exemple de la piscine de Lille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Il y a quelques années, la mairie de Lille avait accepté à la demande de femmes qui ne voulaient pas aller à la piscine parce qu'elles étaient obèses, parce qu'elles étaient raillées par les jeunes, enfin bref, qui voulaient des heures de piscine pour elles. Donc la mairie a accordé des heures de piscine. Et puis, comme la piscine se trouve dans la banlieue sud de Lille, des femmes musulmanes se sont inscrites. Et puis, elles ont demandé à ce qu'on opacifie les verrières qui bordent les piscines parce qu'on pouvait les voir de l'extérieur. Puis ensuite, elles ont demandé que le personnel des heures de piscine soit exclusivement féminin. Et puis ensuite, elles ont demandé que ce soit des heures réservées aux femmes musulmanes. Donc à ce moment-là, la mairie de Lille a tout annulé. Et donc vous voyez comment se fait une progression qui, sous couvert d'une revendication religieuse, est une revendication politique. Donc, si vous voulez, c'est une posture politico-religieuse. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut répondre sur le plan politique. Il ne faut pas répondre sur le plan religieux. Les radicalismes fonctionnent en miroir. Hein, c'est-à-dire, si vous avez une montée du Front National, c'est aussi parce que vous avez une montée du salafisme. Hein, et ça, il faut quand même se rendre compte. Donc, il faut faire attention à ne pas dresser le procès du Front National en oubliant cet aspect-là. Deuxième chose, c'est évidemment, cette secte se caractérise par le fait qu'elle est... on peut essayer... Attends, il faut allumer pour voir si ça marche. C'est allumé ? Formidable. Et donc, la deuxième chose, c'est évidemment l'extrême sensibilité de cette mouvance salafiste aux questions internationales. C'est-à-dire que vous voyez bien que, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils s'en fichent de la guerre en Syrie, c'est pas leur problème. La secte Moon s'en fiche aussi. Par contre, vous avez chez les salafistes une extrême sensibilité à tout ce qui touche au monde arabo-musulman. Et évidemment, la problématique, c'est d'expliquer que, en fait, les musulmans sont les principales victimes de l'impérialisme, des interventions, etc., etc. Ah, formidable. Donc, si vous voulez, ça, c'est la caractéristique politico-religieuse de cette mouvance, si vous voulez, qui va se caractériser. On en distingue deux branches, si vous voulez. On dit qu'il y a des salafistes quiétistes, c'est-à-dire des gens qui ne justifient pas la violence, et puis d'autres qui sont des salafistes djihadistes, c'est-à-dire des gens qui vont expliquer que la guerre est absolument indispensable pour la défense de la cause. Bon, moi j'ai tendance à trouver que, si vous voulez, entre un salafiste quiétiste et un salafiste djihadiste, il n'y a pas une très grande discontinuité. Pour une simple et bonne raison, c'est quand vous avez un salafiste quiétiste qui vous explique qu'un musulman ne doit pas serrer la main à un non-musulman, etc., 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 vous avez toute la gradation, si vous voulez, de l'exclusion, de la ghettoisation. Et rappelez-vous ce truc qui a circulé sur Internet où vous avez l'imam salafiste de Brest, Obeida, qui expliquait que la musique était faite pour les chiens et c'était des chiens et des cochons. On sortait quand même du massacre du Bataclan. Donc quand ça s'adresse à des enfants, je trouve que c'est pas un discours qui marque, si vous voulez, une véritable rupture par rapport à la violence. Donc, si vous voulez, c'est ça l'arrière-fond de cette poussée qui, évidemment,
on y reviendra, est un résultat direct de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. Peut-être que le monstre a aujourd'hui échappé au docteur Frankenstein, mais enfin, c'est un investissement qui a été très long, si vous voulez, qui a commencé dans les années 79, on y reviendra. Mais voilà en gros, si vous voulez. Alors ce rapport, donc j'en termine là-dessus, puis après on va passer à l'exposé. Ce rapport, évidemment, a tout à coup une notoriété formidable, puisque malheureusement, il y a eu les attentats de janvier, puis ensuite les attentats de novembre. Et le discours politique s'est un peu clarifié, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de l'islam radical, au lieu de parler des musulmans intégristes, on parle du salafisme, ce qui est quand même important, parce que ça évite le sentiment de stigmatisation qu'on pourrait avoir en tant que musulman, parce qu'encore une fois, on est coincé dans une espèce de discours qui va aux deux extrêmes et qui est aussi faux dans un cas que dans l'autre. C'est soit on dit c'est l'islam qui est responsable, et dans ce cas-là, il faudrait y mettre les catholiques et les protestants irlandais dans la responsabilité du christianisme, si vous voulez. Soit on dit c'est la faute de l'islam en général, ce qui est une erreur, soit vous avez du côté du collectif contre l'islamophobie le fait qu'ils vous disent c'est pas des musulmans. Ben, si c'est pas des musulmans, ça y ressemble étrangement en tout cas. Donc on est dans cette espèce de deux extrêmes qui discutent sans s'entendre. Aujourd'hui, vous avez tout un certain nombre d'intellectuels musulmans qui évidemment considèrent que c'est une dérive de l'islam. Et la question fondamentale, c'est effectivement comment le wahhabisme, qui était considéré comme une secte à la fin du 19e siècle, quand il apparaît, si vous voulez, est devenu progressivement l'aile marchande de l'islam. Mais ça, on y reviendra si vous le souhaitez. Je termine, si vous voulez, sur ce sujet-là. Donc, on est aujourd'hui face à un problème qui, évidemment, trouve ses origines dans enfin, en tout cas, qui trouve sa légitimité dans le recrutement de jeunes Français à travers ce qui se passe en Syrie. Et on va essayer d'expliquer ça. Alors, dernière caractéristique, de cette secte que j'ai oublié de le dire, c'est une des sectes de l'Apocalypse. C'est-à-dire que c'est pas le seul. Vous savez, on en a plein d'autres des sectes de l'Apocalypse. Les témoins de Jéhovah en font partie, l'Ordre du Temple solaire en fait partie. En général, la violence, face à cette annonce programmée de la fin du monde, vous avez en général toujours la même conclusion. Il faut être un bon pratiquant si on veut échapper aux enfers. Et parfois, ça se justifie dans une violence tournée contre soi-même, les suicides de l'Ordre du Temple solaire, de Jim Jones en Guyana, etc. Soit parfois dans une violence tournée contre les autres. Par exemple, la secte Aum Shinrikyo, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait fait cet attentat chimique à Tokyo, avait fait l'attentat pour accélérer la fin du monde. Mais ils étaient beaucoup plus écuméniques parce qu'ils considéraient que les victimes, de toute façon, de leur attentat auraient quand même droit au paradis. Donc il y avait quand même une démarche qui partait d'un bon fond. Bon, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un peu cet article du Monde diplomatique, puisque à la demande de la direction du Monde diplomatique, il m'avait demandé d'écrire peu après la vague d'attentats qu'on a connue, quelque chose sur la guerre en Syrie. Parce que j'étais personnellement totalement opposé, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer, à toute forme d'intervention dans cette crise. Alors, j'ai écrit cet article en expliquant qu'en fait, c'est une crise dans laquelle il y a 4 guerres en une. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a 4 guerres différentes. Alors, on fait d'abord un petit retour en arrière, c'est-à-dire... attendez, je vais essayer de me déplacer pour pas vous cacher Alors, pour comprendre la chose, il faut remonter, avoir un arrière-fond historique qui soit assez clair, c'est-à-dire, rappelez-vous, fin du 19e, on est encore dans un empire ottoman qu'on qualifie d'homme malade de l'Europe et qui va être progressivement dépecé. Et ce dépeçage va être fait par des puissances impérialistes qui dominent à l'époque la situation, c'est-à-dire les Britanniques et les Français. Si je vous cache la chose, vous pouvez vous mettre plus au centre. Je peux peut-être prendre l'autre micro parce qu'il n'y a pas de fil. Non ? Non, mais je veux dire, ça éviterait que je gêne. Attendez, je vais prendre celui-là. Merci. C'est bon pour vous l'enregistrement ? Donc, gardez à l'esprit le fait qu'on va progressivement se trouver avec un empire ottoman qui gère à peu près toute la région à l'époque et qui va rétrécir, soit sous la forme de révoltes nationales, comme par exemple les guerres des Balkans, l'indépendance de la Grèce, etc., ou qui va progressivement soit prendre une autonomie, par exemple avec l'Égypte qui va prendre son indépendance, ou alors avec effectivement le dépeçage qui va suivre la guerre de 14 et qui va redessiner complètement la région. Alors, première étape de cette étape du dépeçage, c'est l'accord Sykes-Picot qui se fait en 1916, où 2 diplomates, un Français et un Britannique, décident d'une carte qui va être le partage de l'Empire ottoman. Rappelez-vous qu'on est à l'époque de Laurence d'Arabie qui va soulever
les tribus arabes contre l'Empire ottoman, en particulier dans la région avec le shérif de la Mecque, pour essayer d'attaquer les lignes de communication ottomanes dans la région jusqu'à Aqaba, et qui va promettre en fait à ces tribus arabes la reconstitution d'une grande nation arabe. N'oubliez pas que c'était les Ottomans qui géraient à l'époque. Donc la promesse d'une grande nation arabe qui évidemment va être traduite, parce que Laurent n'est pas au courant qu'en fait on est en train déjà d'organiser la région selon des principes tout à fait différents. Alors, cette carte, je pense que vous voyez à peu près ce qu'elle signifie. Les Anglais s'étaient donc réservé les zones pétrolières. Ils avaient, parce que c'était l'époque de l'importance impériale pour eux, c'était d'avoir les relais maritimes sur la route des Indes, donc jusqu'à Aqaba. Il y avait effectivement la part française, c'était la Syrie et le Liban, avec un morceau qui devait mordre évidemment de façon significative sur la Turquie. Et puis, rappelez-vous, il y avait la déclaration Balfour en 1918, c'est-à-dire la promesse de la création d'un État juif pendant la guerre de 14. Alors, qu'est-ce que ça va donner après? Premier traité de partage de la région, c'est le traité de Sèvres. Alors, le traité de Sèvres, il est intéressant parce qu'encore une fois, ça s'est fait sur une Turquie, puisque c'était déjà les jeunes Turcs à l'époque, c'était plus l'Empire ottoman, ça s'est fait sur une Turquie qui était totalement affaiblie et qui est en fait une espèce de partage du gâteau, comment dire, très déstabilisante pour la région. Je vous en cite quelques exemples. Vous voyez que la Grèce, à l'époque, avait gardé le littoral de la mer Égée. Ici. Donc il va y avoir une guerre. Les Grecs ont fait la bêtise de penser qu'ils pouvaient reconstituer carrément l'Empire byzantin, puisqu'ils ont quasiment attaqué pour essayer d'aller jusqu'à Ankara. Et puis en fait, il y a eu la réaction de Atatürk. Ils ont été battus, ça a été le grand déplacement. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été obligées de s'exiler. Mais c'était le découpage formel, si vous voulez, sorti des traités. Vous aviez également ici la création d'un Kurdistan. Un Kurdistan dont vous remarquez qu'il empiétait largement sur l'Anatolie. Vous aviez la création d'une grande Arménie. N'oubliez pas aussi qu'on est en 20, c'est-à-dire que les Russes, les Soviétiques sont en pleine guerre civile à l'époque, donc ils ne sont pas des acteurs, ils ne vont redescendre dans la frontière actuelle qu'en 1921. Il y a évidemment la Grande Arménie, et puis ce Kurdistan, évidemment, ça va être l'essentiel de la cible d'Atatürk quand il va rétablir l'autorité de l'État turc, et donc la réduction à quasiment rien de cet État kurde. Pareil pour l'Arménie. Ça, c'était évidemment la vengeance du génocide, c'est-à-dire que les Arméniens avaient réussi à obtenir que se reconstitue une grande Arménie. Dans la région, tout le monde raisonne sur un grand quelque chose. Il y a toujours une grande Syrie, une grande Arménie, une grande Turquie, une grande Kurdistan, tout ce que vous voulez. Donc c'est un conflit très important parce qu'encore une fois, ça dépend de la définition du nationalisme que vous donnez. Si vous dites ça a été kurde ou ça a été arménien au XIe siècle, vous pouvez avoir la justification de n'importe quel découpage territorial. Et c'est évidemment une source de conflit perpétuellement répétée. Donc ça, c'est le traité de Sèvres à l'époque où on croit que la guerre est finie. L'étape suivante, donc, c'est celle dont je vous ai expliqué les caractéristiques, c'est-à-dire Atatürk, en fait, rétablit complètement l'autorité de la Turquie sur son territoire et donc non seulement va expulser les Grecs d'Anatolie et prendre pied évidemment sur la partie orientale. Bon, il ne touchera pas à la Syrie et à l'Irak qui sont des partages coloniaux. Mais vous voyez qu'ont disparu pratiquement tous ces États satellites qui étaient l'Arménie indépendante, le Kurdistan, etc., etc. Ici commence éventuellement quelque chose qui n'a pas participé à la guerre, qui est l'apparition de la famille Saoud et du wahhabisme, c'est-à-dire que Laurence d'Arabie a réussi à mobiliser les troupes, certaines tribus d'Arabie saoudite, pour aller évidemment expulser les Ottomans de Aqaba et du Sud, avec cette promesse que Jérusalem serait la capitale d'un futur État arabe. Bon. En fait, les Anglais n'avaient absolument pas l'intention de créer une nation arabe, et donc vous connaissez la suite. Jérusalem deviendra, une partie de la sous-autorité française, puis sous-autorité anglaise, bref, peu importe. Mais surtout ici commence ce qui en fait ne trouvera sa véritable réalisation qu'en 1932, c'est-à-dire cette alliance entre la tribu des Saouds et un réformateur religieux qui s'appelle Abdel Wahab et qui va donner naissance au wahhabisme. Alors, ce qui est intéressant ici,
c'est une très belle couleur jaune, sauf que ça oublie une chose essentielle, c'est que c'était des régions qui étaient totalement isolées de tout. C'est-à-dire que les Ottomans n'avaient jamais pénétré à l'intérieur. Ce qui les intéressait, c'était évidemment les lieux saints, puisque rappelez-vous qu'il y avait le califat, et que quand en 1924, Atatürk supprime le califat, quand même, c'était le sultan d'Istanbul qui avait titre de calife. Bon. Donc, ce qui l'intéressait, c'était les lieux saints. Mais cette grande étendue désertique, à l'époque, ça n'avait strictement aucune importance. Et donc, vous aviez là des tribus qui avaient vécu pratiquement isolées de toute forme de civilisation pendant des siècles et des siècles. Et donc, pour eux, c'était l'islam des origines. C'est ça qui est le plus important. Donc, Abd el-Wahhab, c'est tout ce qui a succédé, les compagnons du prophète, les 2 générations qui ont succédé au prophète. Tout ça, ça n'a aucune raison d'exister. Ça doit être rayé de la carte, ça doit disparaître des esprits, etc. Et dans le terme de salafisme, le salaf, c'est les compagnons du prophète. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vive comme on vivait à l'époque des compagnons du prophète. Et ça s'explique par le fait, encore une fois, que c'était une région désertique qui avait été totalement isolée de tout. Donc, en fait, quand va se constituer en 1932 le royaume saoudien, il va inscrire quasiment dans sa constitution l'idée de la propagation de l'islam, et évidemment, islam version wahhabite. Sinon, les autres, ce sont des purs dégénérés qui n'ont strictement rien compris à l'évolution du monde. Donc, cette carte, si vous voulez, elle est une partie du problème qu'on va retrouver aujourd'hui.